Bonjour, bienvenue dans Big Books. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous lire un texte inédit, le premier inédit qui m'a été offert pour ce podcast. Il a été écrit par Jérémy Piola, qui est l'auteur de Portrait du colonialiste, un livre dont je vous ai lu des extraits dans le podcast. Euh, en- C'est un livre qui a été très important pour moi, notamment pour l'écriture de mon dernier spectacle, Billion Dollar Baby, que j'ai joué pour la dernière fois le 8 mars et que j'espère bien ne jamais rejouer parce que j'espère que quand les théâtres rouvriront, une fois que tout aura repris, l'économie, les avions, etc., puisqu'ils rouvriront évidemment les théâtres en dernier, voilà, j'espère que quand les théâtres rouvriront, le monde d'avant ne sera plus d'actualité, qu'on en aura fini avec les inégalités, la destruction de la planète, l'État, et que je ne serai plus obligée de parler d'écologie, d'économie, et que je pourrai enfin faire mon fameux spectacle sur les clous. Voilà. Bon, en attendant, je vais vous lire un texte, ce texte qui s'appelle Transmettre. C'est un texte qui m'a été offert suite à une discussion que j'ai eue avec l'auteur au sujet de ce qu'aujourd'hui, dans notre monde occidental, américanisé, mondialisé, nous avons à transmettre comme culture à nos enfants. Voilà, j'ai l'impression que aujourd'hui, on transmet un peu une sous-culture et j'ai l'impression que notre monde occidental, qui impose son modèle au monde entier, puisque actuellement notre culture écrite est en train d'alphabétiser le monde et de persuader les autres cultures, les cultures orales notamment, que l'école, l'écriture, etc., ce sont des choses qui sont supérieures aux autres formes de culture. Et je me demande, voilà, si les enfants qui sont élevés aujourd'hui dans cette culture qui est faite de Spider-Man, de Superman, de Lego, de Peppa Pig et tout ça, euh, malheureusement ne baignent pas dans une culture qui est un peu de la junk food. Voilà, c'est un peu les réflexions que j'avais à ce sujet. Et suite à toutes ces réflexions, Jérémy Piola m'a transmis ce texte qui s'appelle Transmettre. Je me pose la question de ce que j'ai à transmettre à mon enfant. Et comment dire, j'ai des choses à lui transmettre, mais c'est étrange, à la négative. Je peux lui transmettre, par exemple, qu'il n'aura pas à subir de contrôle policier a priori inexplicable. Car je ne sais pas si vous savez, mais la police contrôle les jeunes qui ne sont pas exactement comme sera mon enfant. Enfin quoi, les Noirs et les Arabes pour employer le vocabulaire des forces de l'ordre. Ça sonne bien, force, et de l'ordre aussi. Vous savez, nous les femmes, on aime bien l'ordre, on aime mettre les choses à leur place, trier les habits sales, les repasser, mettre en ordre. On est les forces de l'ordre de la maison en quelque sorte. Et la police, c'est les forces de l'ordre de la rue. C'est un peu les ménagères de la rue. D'ailleurs, on dit la police, ce qui rappelle le caractère profondément féminin de leur fonction, le nettoyage. Ils mettent les choses à leur place. Par exemple, comme le raconte un anthropologue nommé Didier Fassin, je ne sais pas si vous le connaissez, eh bien, la BAC dans les quartiers, ils ne sont pas là pour réprimer les actes de délinquance, non. Ils sont là pour rappeler l'ordre social des choses et la place de chaque chose humaine dans cet ordre. Et la place des jeunes issus de l'immigration, c'est celle de ceux qui, dans notre société, doivent justifier leur présence, papier, main sur la tête, contre le mur. C'est comme ça qu'elles disent bonjour, les forces de l'ordre. Des fois, elles rajoutent espèce de pédé, ou sale nègre, ou sale arabe, ou bamboula. Mais il paraît que bamboula, c'est pas trop grave. Fassin l'a vu, quand il a suivi durant 6 mois les bacs en Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, c'est une des régions les plus impactées par le coronavirus, parce que c'est pas toujours facile d'éviter les contacts quand les quartiers sont très habités, et peut-être aussi parce qu'il y a 3 fois moins de lits de réanimation en Seine-Saint-Denis par rapport à Paris. Et oui, peut-être aussi parce que la majorité des travailleurs de ce département occupent des emplois, caissiers, femmes de ménage, livreurs, éboueurs, qui, durant la pandémie, les exposent au virus pour assurer la survie des confinés. Fermons la parenthèse. Comme l'explique Didier Fassin, les jeunes de quartier, quand ils sont dans un square le soir en train de faire des choses super graves comme discuter, eh bien les bacs arrivent et commencent à les contrôler. Et vous savez c'est quoi la réaction des jeunes? Eh bien, c'est pas comme dans les clips de rap. Ils mettent leurs mains sur la tête, donnent leurs papiers, etc. Pourquoi? Pas parce qu'ils ne sont pas courageux ou téméraires, mais parce qu'ils savent. Ils savent que ça peut vite dégénérer, sinon quand on est arabe ou noir, insulte, éventuellement coup ou plus, palpation brusque, auquel il faut résister aussi. C'est-à-dire ne pas céder à la tentation de dire stop, on n'a rien fait, lâchez-moi. Parce qu'alors ils se font arrêter pour rébellion et outrage à agent. Vrai de vrai, tout ça est vérifiable. Eh bien toi, mon enfant, tu ne seras pas arrêté pour outrage à un agent qui t'aura insulté si tu traînes dehors dans la rue. C'est déjà quelque chose que je peux te transmettre. Mais ça va plus loin encore, vous savez.
Quand un jeune de quartier voit ou entend la police, et là toi, on tutoie toujours un jeune de quartier, il a des réflexes conditionnés. Il met les mains en l'air, il a appris la leçon que son pays a donné les bacs. Transmettre l'habitude de l'humilité par l'humiliation. Des fois aussi ils courent, les jeunes de quartier, car ils ont peur de la police. En fait, si vous voulez comprendre comment ça marche, eh bien c'est un peu comme si vous aviez peur de moi au point que lorsque vous venez me voir au théâtre, dès que vous entendez ma voix, vous levez les mains en l'air. C'est pas mal, non? Car vous savez que si vous ne faites pas ça, je vais lâcher sur vous des mecs hyper baraqués, violents et armés qui vont peut-être vous tabasser si vous n'obtempérez pas. Ça va plus loin encore. Un ami anthropologue me racontait récemment qu'une maman migrante marocaine de Belgique lui a confié qu'elle dit à son fils depuis qu'il a 13 ans qu'il ne doit jamais courir dans la rue même pour attraper un bus ou un tram. Pourquoi? Parce que, je cite la maman, c'est dangereux. Parce que pour la police, un arabe ou un noir qui court en rue, c'est sans doute un voyou. Et oui. Toi, mon enfant, tu as de la chance. Tu pourras courir pour attraper ton bus sans prendre de risques. Tu ne seras pas obligé de te soumettre à un contrôle continu et spontané. Tu ne seras pas obligé de soumettre à un contrôle continu et spontané tes gestes les plus anodins. Marcher d'une certaine manière, courir ou simplement rester à un endroit. Tu n'auras pas à souffrir de la sensation de perdre ton corps ou d'en être dépossédé dont parle l'auteur afro-américain Coates. Alors tu vois que j'ai déjà une chose à te transmettre. Bien sûr, il y a plein d'autres choses. Les livres, les musées, le théâtre, la musique, la culture, quoi. Bon, ça ne veut pas dire que ce sera toi qui écriras ces livres, dansera les spectacles que tu verras, mais tu seras cultivé comme un champ, cultivé par ceux qui sont cultivants. Il paraît qu'il y a des endroits, ailleurs qu'en Occident, chez nous, où il n'y a pas que les professionnels qui sont cultivants, qui cultivent. Et il ne faut pas forcément aller loin, loin, loin pour les trouver, là où la modernité ne serait pas arrivée, au fin fond du Brésil ou chez les Amérindiens ou au Népal. Non. Il suffit parfois d'aller à Bruxelles. Cet ami anthropologue que j'ai déjà évoqué m'a parlé de ce que disent, font et écrivent des mamans migrantes maghrébines, subsahariennes, turques, qu'il rencontre sur ce qu'il appelle ses terrains. Oui, le terrain, c'est là où il mène ses recherches. Et ce terrain, c'est les endroits où les migrants, à Bruxelles, vont apprendre le français. On dit d'eux qu'ils sont analphabètes, ou quand même analphabètes partiels, lorsqu'ils ont déjà appris à lire et écrire dans leur langue maternelle. Et pourtant, ces analphabètes, donc, lorsqu'ils parlent ou écrivent, une fois qu'ils ont un peu appris, ils disent des choses étonnantes. Par exemple, Raja, une femme marocaine, écrit: Les épines de rose, elles sont belles et pointues comme les branches d'un oiseau sculpté sur une branche d'arbre. Quand elles rentrent dans la peau, elles la déchirent. C'est pas mal pour une analphabète, non? Une autre femme, Zoubida Ben, écrit: Ne pleure pas pour moi. Je suis un arbre magique. En hiver, il me coupe les branches. Il blesse mon cœur. Ne pleure pas pour moi. Je suis habituée aux blessures. Il y a le ciel qui me couvre, la pluie qui me rose et le soleil qui me sauve. Vient le printemps. Mes branches poussent, mes feuilles s'ouvrent. Je me maquille avec mes fleurs, je montre ma beauté, je cache mes douleurs. Le vent doux qui souffle caresse mon cœur, me rend heureuse. J'oublie les lames qui me coupent. Mes racines sont toujours vivantes. Elles s'enfoncent dans la terre qui me donne de la force. Ne pleure pas pour moi. Je suis un arbre magique. Mes fruits sont transparents. Elle aussi, c'est une analphabète, ou une femme en voie d'alphabétisation, comme on dit dans le milieu où on lui a appris à lire et écrire en français. Elle dit qu'elle a appris à s'exprimer comme elle le fait, car la nature ne la quitte jamais, et parce que sa mère, ses tantes, lui parlaient d'une manière particulière, du genre de celle qu'elle utilise dans ses textes. Quand on regarde les textes de ces femmes, on se rend compte que si elles ont vécu près de la nature dans leur enfance, les êtres de cette nature les habitent en retour jusque dans leur exil, et soutiennent parfois leurs récits. Vous voulez un autre exemple? Bon. Il a été écrit par Sanaé, une jeune immigrée marocaine qui, elle, a fait des études au Maroc. Elle a écrit: La mer, pour moi, c'est un ami qui m'a manqué beaucoup. Il était toujours le grand cœur qui soulage toute la tristesse, le stress, la fatigue, les mâles sentiments. Quand j'allais à la mer, tous mes sentiments changeaient, car les vagues qui se cassent sur les roches cassent aussi mes tristesses et rafraîchissent mon cœur. La couleur bleue me détend et me laisse réfléchir et penser positivement.
L'odeur de l'eau et des algues libère l'âme, qui est prisonnière dans ma poitrine et vide la charge des sentiments négatifs. La mer me change, la vue noire sur le monde et sur la vie. Elle m'a manqué. C'est pour ça. Je me sens toujours négative et mes émotions sont accrochées à moi jusqu'à un délai que je ne connais pas. Elle était enceinte quand elle a écrit ce texte, et elle disait que son pays lui manquait, et qu'elle n'arrivait plus à espérer à nouveau en portant son enfant. Ainsi, il semble que ce soit son cœur que Sanaé ait laissé à Tanger, ou que son propre cœur soit profondément interlié à cet autre cœur qu'est l'océan pour elle. Sans cet autre cœur, l'océan, le cœur de Sanaé ne fonctionne plus. L'odeur de l'eau et des algues, absentes, ne lui permettent plus de chasser sa vue noire sur le monde. Sans cet autre cœur, et sans ces vagues qui se cassent sur les roches, les tristesses de Sanaé ne réussissent plus à se casser, et son propre cœur semble ne plus pouvoir se rafraîchir. La mer n'est pas simplement un horizon ou un paysage à contempler pour Sanaé, mais une part du monde, du milieu, avec lequel son propre corps, ses différents sens en interaction les uns avec les autres et ses émotions semblent en lien intime et se régulent. Dans le texte de Sanaé s'affirme ce que le philosophe américain David Abram pourrait appeler une ontologie de la réciprocité. C'est dans une relation de réciprocité que se tisse le lien entre Sanaé et ce qu'elle nomme le grand cœur bleu. Si Sanaé le regarde, le sent, l'entend en retour, l'océan est affirmé comme un mesure, lui aussi de la modifier, de changer ses états d'âme comme s'il la sentait, comme s'il sentait ses émotions. L'océan est affirmé comme un être sensible. Bon, il y a plein d'autres exemples. Mais dans les textes de ces femmes migrantes, apparaît un type de relation non anthropocentrique à la nature ou au milieu vivant non humain, une relation où l'homme n'est plus au centre de tout. Au fil de cette relation s'énonce un modèle écologique à même d'assurer non la destruction, mais la vie en intelligence et respect avec le milieu vivant, ses êtres, ses cycles, ses puissances. Et c'est marrant, car dans les associations qui les alphabétisent, ces femmes reçoivent des cours d'écologie, de sensibilisation au tri des déchets, au recyclage, au fait qu'il faut respecter la nature et manger bio. Oui, c'est vrai. Ces femmes ont quelque chose à transmettre apparemment, une certaine éloquence, un pouvoir d'évocation qui vient d'un autre pouvoir et le nourrit en retour, le pouvoir de considérer la nature comme un ensemble d'êtres et non d'objets inertes, insensibles, à notre disposition, à mesurer, exploiter, raréfier. Je n'ai pas l'impression d'être née dans un contexte qui m'a déterminée à savoir transmettre ça, ou tout simplement à savoir ressentir les êtres du milieu vivant. Il y a plein d'autres dimensions chez ces femmes, par rapport par exemple à la danse, au chant, au devoir d'accueillir, à la solidarité familiale, aux discriminations vécues et pensées, ou encore par rapport à l'éducation des enfants et l'accueil des nouveau-nés. Ainsi, une autre femme, Asa, écrit « La vie qui vient est belle, maman, papa. Le jour que vous décidez d'avoir un enfant, je vous demande de penser à tout, parce que le bébé est comme la terre. Il a besoin de travail et de soins. Si tu as aimé un enfant, tu as aimé la vie. J'ai besoin de beaucoup de choses, comme l'amour, le battement du cœur de ma mère et le lait chaud du sein de ma mère. Maman, elle sait ça bien, mais pas papa. Papa, tu peux aider maman. Maman, après l'accouchement, elle va être très fatiguée. Elle aura besoin de calme, aussi de l'amour. Papa, n'oublie pas que maman n'est pas habituée avec moi. Tu peux encourager maman. Sinon, elle va tomber malade ou elle va me détester. J'aimerais bien savoir quels futurs parents ont eu ici des parents qui leur ont parlé comme ça et transmis ça. Notamment le fait que si la maman n'est pas aidée par papa, elle peut détester son enfant. Ces femmes que j'ai citées, pourtant officiellement analphabètes, ne sont pas que cultivées, elles sont cultivantes. Elles écrivent. Elles sortent même des livres. Et surtout, elles ont quelque chose à transmettre parce qu'elles sont habitées par une certaine puissance langagière et un puissant rapport d'intelligence avec le monde environnant. Avons-nous cela ici? Et si nous ne l'avons pas, que nous est-il arrivé? Voilà, merci beaucoup. Merci à Jérémy Piola pour ce texte. Et je vous invite à écouter l'intégralité du podcast qui s'appelle Portrait du colonialiste. Merci.